Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Battistini et Slobodan Despot. Donc Olivier Battistini, vous êtes historien, spécialiste de la Grèce antique, spécialiste d'Alexandre le Grand et de Thucydide et de philosophie politique. Et vous avez publié au cours de cette année un très remarqué ouvrage, donc une biographie de Platon aux éditions Ellipse, dont j'encourage la lecture à nos spectateurs. Slobodan Despot, vous êtes journaliste et écrivain suisse. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef du site Antipresse, qui propose chaque dimanche une publication qui se veut une chronique de la vie humaine au temps des robots. Voilà, donc vous êtes actuellement tous les deux réunis en Corse à l'invitation d'Olivier Battistini pour deux conférences sur le thème être postmoderne ou contemporain. Et donc ces conférences se tiendront également avec l'écrivain sociologue Michel Maffezoli. Donc voilà pour les présentations. Alors sans trop dévoiler le contenu des conférences qui auront lieu demain, pouvez-vous nous indiquer l'objet, le but de ces conférences? Et d'ailleurs, une de ces conférences s'intitule Chevaucher la bête technologique, et j'aurais voulu savoir un petit peu ce qu'il en était. Voilà, donc je vous laisse la parole, messieurs. Je commence parce que mon rôle est d'introduire les deux conférences essentielles sont celles de Slobodan Despot et de Michel Maffezoli, qui ont bien voulu répondre à mon invitation, qui est conséquence d'un jeu de correspondance subtile. On a souvent parlé, cher Benoît, des correspondances à la Swedenborg, à l'univers de Balzac en particulier. Et curieusement, tout un jeu de liaisons, de liens de cet ordre a conduit à cette rencontre à Sartène, en Corse. Michel Maffezoli a fait une préface du Despotica splendide de Slobodan. Michel Maffezoli m'a fait l'honneur, la grâce de préfacer également mon Platon. Et les conversations que j'ai eues avec Michel Maffezoli m'ont permis, grâce à ma compagne Anne Sokolowska, de rencontrer la pensée fulgurante et la lucidité dans les démarches et les interprétations d'ordre politique et géopolitique de Slobodan Despot. Mon idée donc, puisque il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne, que je considère que Platon me permet de saisir l'extrême contemporain, il m'est venu à l'idée, puisque je pense qu'on en avait parlé il y a quelque temps, à propos d'Alexandre et de Diogène, d'évoquer la question de la nostalgie de ce qui aurait pu être, et non pas la nostalgie de ce qu'il y a eu. Et comme je ne me sens pas moderne, mais au contraire grec, et donc dans l'extrême contemporain, il m'est venu à l'idée de faire se rencontrer Michel Maffezoli et Slobodan Despot sur une question que j'avais d'ailleurs évoquée avec Michel Maffezoli, sur la question de la postmodernité. Et naturellement, il m'est venu à l'idée de faire ces rencontres, ces conférences, mettant en scène la pensée de Slobodan Despot et de Michel Maffezoli pour un jeu de miroir sur la question de savoir si il était possible d'être postmoderne, extrême contemporain, dans un univers héritier, paraît-il, du monde des Lumières, que je n'apprécie pas beaucoup parce que la raison résonante est triste, alors que le logos des Grecs dit « et le cosmos et la beauté du monde ». Slobodan, Merci Olivier. qui est à mes côtés, va parler peut-être de la technologie et du rapport étrange qui est le nôtre avec la techné, puisque pour Platon, la technologie, la techné était l'ennemi d'un monde qui était hors de la caverne pour lui. Merci Olivier. Et Slobodan Despot va parler demain, me semble-t-il,
La question est la suivante. Chevaucher la technologie. Peut-on chevaucher la technologie? La bête technologie. Bon. Ben, je ne vais pas y répondre tout de suite. Non. Non, ne dévoilez pas tout. Non, mais c'est un. Je pense que si l'on pose la question de la possibilité ou non d'être contemporain, c'est-à-dire d'accepter les règles de l'époque où nous sommes, de nous y glisser, nous y intégrer et en faire notre miel, l'un des paramètres qu'il faut résoudre pour répondre à cette question en tout premier lieu, c'est de savoir si l'on accepte d'être l'esclave de cet environnement technologique qui définit l'époque, s'il est possible d'en être le maître, et si on ne veut pas en être l'esclave, et si l'on ne peut pas en être le maître, quelle position médiane pouvons-nous adopter pour essayer ne serait-ce que de préserver notre humanité et ne pas nous robotiser par contamination de l'environnement technologique. Un peu par boutade, mais il n'y a jamais vraiment de boutade. Les boutades disent toujours quelque chose. J'ai appelé notre publication, qui s'appelle Antipresse, qui est une revue hebdomadaire. Je l'ai, une fois, quand on m'a demandé « mais qu'est-ce que c'est ?» Comme j'ai beaucoup de peine à définir ce que c'est, parce que c'est pas une revue de littérature, c'est pas une revue de philosophie, c'est pas une revue de géopolitique, c'est plutôt un magazine d'édification et de divertissement, mais c'est difficile à expliquer. Alors je dis, c'est une chronique de la vie humaine au temps des robots. Et les robots dont il est question, évidemment, ce sont toutes ces machines visibles ou non, qui se trouvent autour de nous, ne serait-ce que celles qui nous servent à vous et à nous ce soir à nous parler à distance, n'est-ce pas? Puisque nous parlons à travers des écrans. Donc, ces machines, ce sont des robots, ce sont des mécanismes qui travaillent pour nous. Comme vous le savez, le terme robot est un terme slave, enfin tchèque, qui désigne tout simplement l'ouvrier ou l'esclave qui travaille pour vous. Maintenant, il y a les robots invisibles, enfin, qui ne sont que trop visibles, mais sont tellement visibles que nous ne les remarquons plus. Par exemple, ceux justement qui nous servent d'interface maintenant, à l'instant où nous parlons. Et puis, il y a les robots qui sont soit des mécaniques ressemblant de plus en plus à des êtres humains, soit des êtres humains qui se sont mécanisés. Il y a un terme qu'on voit passer de plus en plus souvent, qui me plaît beaucoup pour décrire ce genre d'humain, c'est les NPC. Oui, les PNJ. Comment? Les PNJ. PNJ, voilà. Vous voyez. Les personnages non joueurs. Je dis ça pour Olivier, parce que je suis pas sûr qu'il soit très féru de jeux vidéo. Mais... D'ailleurs, profitez-en pour l'expliciter, parce que beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Disons que dans les jeux vidéo, c'est un personnage sur lequel on peut cliquer, mais qui n'est pas jouable, en fait. Donc, on peut dialoguer avec lui, il va initier des quêtes, ou on va éventuellement se battre contre lui. Donc, c'est des personnages non joueurs dans un jeu vidéo. Et c'est devenu maintenant une expression pour dire un peu quelqu'un qui subit un petit peu la matrice, on dira. Voilà. Donc, un PNJ, c'est typiquement le tenancier de l'auberge qui va soit vous livrer la clé de votre prochaine étape, soit essayer de vous assassiner dès que vous aurez le dos tourné. Mais il n'a pas d'autre fonction dans l'univers de ce jeu que d'être le tenancier de cette auberge. Il est programmé pour être là. Si vous prenez le même caractère et que, par exemple, vous lui demandez... Enfin, vous imaginez qu'il puisse faire autre chose, je ne sais pas, au lieu d'être tenancier d'auberge, être combattant, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas été programmé pour ça. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnages non-joueurs et ceux qui ont la plasticité nécessaire pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et nous avons, et c'est quelque chose que nous pouvons observer, qu'on observe en particulier lorsque l'on est on travaille dans l'éducation. Ma chance est de ne pas travailler dans l'éducation, mais lorsqu'on travaille, je connais suffisamment de gens qui m'en témoignent, on travaille dans ces domaines-là, on rencontre des générations d'élèves ou d'étudiants qu'il est de plus en plus terrible
plus en plus difficile, pardon, de faire, d'arracher à leur programmation, à leur environnement programmé, mentalement, comportementalement, émotionnellement, etc. Et tout le sel de notre travail, ça, et de cette conférence, mais également de tout ce que nous faisons, je crois, c'est d'essayer de protéger ce qu'il y a d'humain en nous contre cette sorte d'entropie inéluctable, parce que, je dis entropie, parce que c'est le progrès de la technologie pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire pendant toute la modernité, a été affecté d'une valeur positive. Tout à fait. Et la notion de progrès. La notion de progrès. Et je crois que l'une des caractéristiques de la postmodernité, c'est à tout le moins un certain scepticisme vis-à-vis de cette notion. Donc, pour ne pas dire une franche méfiance. Oui. Donc, de toute façon, nous ne pouvons être que postmodernes de ce point de vue-là, mais encore, est-ce que cela est suffisant? Est-ce que d'être postmoderne, ce n'est pas encore se définir par rapport à cette modernité qui nous est étrangère? Une belle dialectique qui au fond, voilà. est la clé de notre rencontre. Voilà. C'est une question qui est liée à la tension, à l'harmonie des contraires. C'est ça. Cher à Héraclite. Cher à Héraclite, oui. Et qui est cependant dévoyée par la modernité, qui est à la fois liée au monde des Lumières, de la raison résonante que critique Heidegger, et au marxisme, et à l'idée de progrès, qui est quelque chose qui échappait totalement aux Grecs. Le temps est linéaire chez nos contemporains, chez les modernes, chez les héritiers des monothéismes, surtout le monde catholique, avec l'idée de quelque chose qui ira mieux chez les marxistes. Chez les Grecs, au contraire, le temps est cyclique. Le temps est cyclique et interrompu par des ruines d'empires ou des ruines d'hommes. C'est la raison pour laquelle la question de la postmodernité ou de la modernité, liée, comme vient de le dire Slobodan, au fond, à ce thème, à ce mythe du progrès, ne correspond pas à ma vision, à moi, de mon Europe aux anciens parapets. L'alliance des contraires suffit à elle-même et n'a pas besoin de se dépasser dans une synthèse qui est pour moi un affaiblissement de l'intelligence. Être postmoderne, être moderne, moi je suis heureux d'être anti-moderne. Et de ce fait, je pense être en avance sur un monde qui est lié avec ce désenchantement du monde. Je crois que c'est Weber qui parlait de ça, je ne sais plus. En tout cas, ou Heidegger, la moderne technicité, ce qui m'a permis pour la revue Europe, pour quelqu'un dont que je peux nommer par son pseudonyme, Henri Levavasseur, qui m'a demandé de travailler sur la techné, le travail, le monde des artisans chez les Athéniens, chez Platon en particulier. Et je me suis amusé à écrire quelque chose qui s'intitule « Variations sur le tombeau d'Archimède », où c'est tout à fait lié à la question qui est nôtre à l'instant, à savoir que habituellement, chez les historiens marxistes qui sont atteints qui sont liés à une idéologie et qui font qu'ils rangent les choses en fonction de leurs interprétations et de leur grille toute faite, les Grecs n'ont pas inventé des machines parce qu'ils avaient des esclaves. Or, il suffit de lire les textes, des textes grecs qui rapportent au fond les opinions même des Grecs. Si les Grecs ne se sont pas intéressés ou très peu à des machines, c'est parce que tout simplement, ils préféraient l'abstraction. Archimède, lui, a inventé des machines de guerre pour défendre sa patrie et il a prié le tyran de Syracuse de bien vouloir l'excuser, de quitter sa géométrie qui permet de tisser les relations entre une cité abstraite
et le ciel des mathématiques, et de s'abaisser à faire des machines et à s'intéresser à la techné. Voilà. Le monde des robots me fait penser bien sûr à Asimov, avec les 3 lois de la robotique, qui montrent à la fin qu'un peu comme dans un film que vous connaissez de Ridley Scott, l'humanité n'est plus chez les humains qui sont des robots, mais au contraire, il y a un robot qui, pour ne pas faire du mal à Suzanne Calvin, qui est la psychanalyste des robots, se sacrifie et joue avec les 3 lois de la robotique, exactement comme dans une tragédie grecque, avec l'unité de temps, de lieu et d'action, où ces règles permettent de jouer avec toutes les possibilités. Ces robots qui sont condamnés à suivre les 3 lois de la robotique, il y en a un qui, parce qu'il est réellement humain, pour ne pas faire de peine à Suzanne Calvin, qui découvre que celui qu'elle aimait ne l'aimait pas et jouait avec ses sentiments, s'oppose d'une manière tragique, à la manière de Socrate ou d'Antigone, aux 3 lois de la robotique. Est-ce être postmoderne ou hyper contemporain, Slobodan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut s'arrêter sur cette question pour pas trop dévoiler la conférence et pas faire trop long sur ce sujet. Je me permets de rebondir sur la création du cercle, si ça vous dérange pas, Monsieur Battistini? Non, vous vouliez encore? Oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Hein, je ne déteste pas les méandres d'Hérodote. La question est au cœur. Là, tout à l'heure, j'étais en liaison avec quelques journalistes. Et vous savez que pour moi, l'actualité est quelque chose que je n'aime pas, puisque tout ce qui est actuel n'existe plus au moment même où cela est, et que je préfère le temps long, hein, n'est-ce pas? Mais cependant, pour qu'un événement ait lieu, il faut qu'il y ait des commentateurs. Il faut qu'on en parle. Je disais tout à l'heure à Slobodan, je ne sais pas, que ce soit dans un cauchemar que j'ai raconté cela, si un arbre tombe dans une forêt et s'il n'y a personne, ben, il ne fait pas de bruit. Oui, on en avait parlé tout à l'heure. C'est à vous. La donc, dernière fois. Je trouve ça absolument extraordinaire et je n'arrive pas. C'est sans doute lié à la question des quanta. Oui, c'est lié à la physique quantique, mais là, ça dépasse mes compétences. Mais en gros, j'étais en contact tout à l'heure avec Arnaud Benedetti, qui trouvait l'idée magnifique, l'idée que je ne vous ai pas encore dite, mais je vais le faire. Sylvain Guggenheim, Sylvain Ferreira, Michel Maffezoli, Slobodan Despot et quelques autres. Nicolas Mirkovic, qui était avec nous il n'y a pas longtemps. Oui. Tous ces gens-là ont trouvé l'idée intéressante. L'idée, la voici. C'est à la manière du collège de sociologie. Rassurez-vous, le mot sociologie n'a rien à voir avec les abominables sociologues. Oui, rassurez-vous, parce que... C'est quelqu'un qui, par son logos, réfléchit sur notre société. À la manière du cercle de sociologie des années 36-37, ou des lettrés, et non pas des intellectuels. Je pense à Guassala, à Georges Bataille, à Keilois, je ne sais plus moi, à Dumézil et quelques autres, des esthètes du politique, remarquables par l'élégance de leur prose, s'intéressaient à la chose politique et donc en parlaient. Des lettrés, des poètes, des musiciens, des peintres, des photographes, des historiens. C'est le cercle des Européens disparus, alors, c'est ça? Mais je comptais l'appeler ça, le cercle des Européens disparus, mais c'était peut-être trop faire un clin d'œil à un film connu, voilà. Que je ne déteste pas, parce que ce n'est pas du tout un film de gauche. Hein, c'est l'inverse, c'est le maître et l'élève chez les Grecs étaient liés par le beau, ce qui n'est pas le cas des pédagogues, qui, je vous le rappelle, un pédagogue, une fois quand j'étais avant d'être à l'université, j'ai été pendant 2 ans dans un lycée, le proviseur m'avait convoqué et il m'avait demandé si j'avais un projet pédagogique. Je lui ai dit, madame le proviseur, quand j'entends parler de pédagogie, je sors mon... Voilà. Nous savons. Je me suis fait très mal voir. Ce proviseur n'avait pas du tout le sens de l'humour. Bref, donc vous avez bien fait de quitter l'enseignement secondaire. Oui, j'ai quitté très rapidement parce que les projets pédagogiques, je supporte. Parce que vous n'oubliez jamais qu'un pédagogue, ce que nous ne sommes pas, ce que je n'ai jamais été,
c'est l'esclave qui amenait l'enfant à l'école. D'accord. Bah, je le ressortirai à mon inspecteur la prochaine fois. Et le sens numéro second est évidemment celui qui conduit, païs, l'enfant, vers le beau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les humanités ne sont plus. Et donc, ce cercle a pour but, tout simplement, d'occuper un échiquier imaginaire, comme tout échiquier, avec toutes les possibilités infinies, parce que le jeu d'échecs est un lieu où on peut mettre son adversaire en zugzwang. Vous savez ce que c'est que le zugzwang? C'est le plus beau coup des échecs, et j'espère que Slobodan en parlera dans son antipresse. Le zugzwang, c'est le coup absolu, surtout qu'il est invisible, et que, comme au jeu de Go, il faut en convenir avec l'adversaire. Le zugzwang est un coup fatal qui conduit nécessairement à la mort de l'adversaire, uniquement parce que c'est à lui de jouer. S'il pouvait passer son tour, il n'y aurait aucune conséquence dramatique. Donc, mon cercle, auquel Slobodan est pour moi, c'est une joie d'une intensité incroyable, parce que je considère que Slobodan Despot est non seulement un esthète du politique, mais c'est quelqu'un qui, par sa lucidité et la puissance de ses mots, manifeste un courage que nous n'avons plus en terre occidentale. Et le recevoir ici en terre corse, au centre du monde bien évidemment, est pour moi un privilège, un honneur, une joie, et comment dirais-je, c'était pour moi une sorte de rêve, et curieusement, comme dans un roman de Balzac, tout ce que je désire en ce moment se réalise, et j'ai peur que cela réduise mon temps de vie. Et recevoir Slobodan Despot, que je vous vois encore, parce que le vouvoiement est un privilège, dans un temps où tout le monde se tutoie. Le recevoir est le symbole d'une lutte métapolitique qui est mienne. Vous avez feuilleté mon Platon, vous avez compris que mon Platon est pour moi un contemporain, que lire Platon me permet de comprendre le monde contemporain. Recevoir Slobodan Despot est en harmonie avec ce livre que j'ai considéré comme un manuel de combat. Et cerise sur le gâteau, si la phrase n'est pas ridicule, la présence de Michel Maffezoli, dont l'élégance est inimitable, est un ravissement, une joie de l'intelligence. Et cette rencontre, demain, je ne serai que celui qui les mettra en scène. Je suis peut-être le Konchalovsky des rencontres de demain, puisque il me suffit de les nommer, Slobodan Despot et Michel Maffezoli. Cela suffit à combler les auditeurs d'une joie délicieuse. Et comment dirais-je, c'est pour moi le lieu fondateur abstrait de quelque chose qui n'est plus, puisque je vous parlais très souvent, cher Benoît, de ce peuple souverain qui, au nom d'une idée qu'ils ont de la cité, débattent, avec pour conséquence que la cité abstraite est. D'où le ciel des mathématiques, d'où la géométrie. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Platon a tout compris. C'est la géométrie qui permet tout cela. La Terre est à égale distance d'une circonférence imaginaire, c'est la raison pour laquelle elle ne tombe pas, disait Anaximandre. D'où le cercle. Ce n'est pas le cercle de Stéphane Gorguet, ce n'est pas le cercle des poètes disparus, c'est le cercle. Parce que la géométrie est au cœur du politique. Et, comment dirais-je, par le jeu des correspondances que je vous ai dites, la conférence de demain, et je suis un peu inquiet parce que à la limite, je préfère le laid au beau. Parce que le beau est dangereux. Le laid, non. La médiocrité n'est pas dangereuse. Et mettre Slobodan Despot et Michel Maffezoli en harmonie, et que moi, je suis un tout petit peu, comment dirais-je, lié à cette rencontre magnifique qui a déjà eu lieu, mais qui va
être à Sartène, dans une ville où mon professeur de philosophie m'a appris que si je maîtrisais le sens des mots, je pouvais me connaître moi-même. Mon professeur d'histoire, que j'ai aimé très fort parce qu'il m'a appris que les civilisations sont mortelles. Et mon père, qui m'a appris que les mots possédaient des constellations de signification et que tout cela était au cœur d'une civilisation la plus belle qui fut et qui est en ce moment menacée de ne plus être. Et c'est pour ça que Slobodan Despot, dont je lis, j'ai pas encore lu le miroir, Miroir noir. Le miroir noir. Dans une forêt obscure. Mais un titre pareil suffit à rendre heureux, n'est-ce pas, Slobodan? Ou malheureux. Ou malheureux. Ou malheureux. Hein? Je me permets d'enchaîner sur un sujet peut-être un peu plus léger, parce que Slobodan Despot, j'ai eu l'occasion de lire votre page Wikipédia. Ah oui. C'est un cas d'école. Je connais bien Wikipédia, voilà, j'y contribue depuis plusieurs années, j'ai rédigé énormément d'articles, donc je connais un petit peu les limites du système. Enfin, je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de lire votre propre page, je suppose. C'est incroyable, incroyable. Alors, je me permets de citer, mais enfin, vous êtes d'emblée taxé de diffuser de la désinformation. Enfin, ils cherchent même pas à décrire juste les situations, c'est-à-dire, voilà, un site d'information. Non, non, vous êtes un diffuseur de désinformation. Enfin, c'est complètement biaisé. J'ai eu l'occasion d'ailleurs aussi de m'interroger sur le cas de la page de Caroline Galacteros aussi, qui est complètement à charge. Il l'accuse aussi de diffuser la propagande du Kremlin, ni plus ni moins. Enfin, c'est des termes quand même extrêmement forts. Et moi, enfin, je soupçonne que derrière, pour être clair, c'est Conspiracy Watch, hein, c'est sûr. En fait, ils s'autocitent. Hein. Moi, c'est ma théorie, c'est qu'en fait, c'est Rudi Rastatt et ses sbires qui créent les pages et qui s'autocitent en fait. Hein. Donc, ils s'auto-référencent. Alors, je ne sais pas si vous avez, voilà, si ça vous choque, on va dire, si vous prenez ça plutôt de manière légère. Enfin, comment vous voyez cette page Wikipédia? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en ai absolument rien à battre. Ouais. Donc, je sais comment a été créé Wikipédia. Nous avons aussi étudié ça dans l'Antipresse. Quelle a été la finalité? On sait aussi quels sont les secteurs de Wikipédia qu'on peut utiliser en toute confiance, parce que les articles sur la biologie, sur des aspects de la science, Histoire etc. antique, je dirais, c'est assez solide. Oui. La géographie, Histoire toutes antique, ces choses, c'est ça va plutôt très bien, c'est très utile. On sait très bien qu'il y a des secteurs où tout le crédit que Wikipédia peut avoir cumulé grâce, disons, à la part candide de l'encyclopédie va être utilisé comme levier pour crédibiliser des choses qui en soi sont tout simplement sottes. Je veux dire, j'ai vu, et je sais à peu près d'où ça vient, les qualificatifs qu'on vous colle. Moi, si on avait trouvé des choses, et même des choses, si on avait un petit peu inventé en disant, voilà, il a dit ceci ou il a dit cela, donc on ne peut pas lui faire confiance. Mais dire de quelqu'un, il diffuse de la désinformation, c'est littéralement envoyer le public pour qu'il le lise. Mais complètement, en fait, il faut le prendre presque comme un label, en fait. Les gens, honnêtement, ont envie de le voir. Franchement, c'est une très bonne publicité pour votre revue. Hein. Oui, alors, vous voyez, je me souviens, je sais d'où c'est parti, ça va vous intéresser. Si ça vous dérange pas, essayez d'être un peu plus dans la caméra, parce qu'on vous voit pas Oui, du tout. parce que nous sommes là nous devons partager un petit territoire, donc, et puis je ne veux pas m'imposer. Donc, cette affaire a commencé concernant mon travail dans l'Antipresse, parce qu'il y a encore une préhistoire, j'ai toujours traîné une légende de noir, mais concernant l'Antipresse, cela remonte à l'époque, je sais très bien, 2016, je crois, où nous avons écrit des choses, nous avons publié des articles concernant un sujet qui était totalement miné dans la sphère de l'information française, enfin francophone, occidentale. C'était le rôle de cette organisation qu'on appelle les Casques Blancs, qui opérait en Syrie.
et qui avait été fondée non pas par une infirmière ou par un gentil médecin, mais par un ancien officier des services secrets britanniques, et qui est une organisation qui n'avait d'humanitaire que l'apparence, et qui avait pour propriété étrange de n'opérer, en Syrie d'ailleurs, que sur des territoires qui étaient tenus par les rebelles djihadistes, ce qu'on appelait les djihadistes modérés dans le langage. Peut-être, non? Hein? Al-Nosra, peut-être? Al-Nosra, oui. Enfin, ceux qui font du bon boulot, d'après monsieur Fabius. Oui, c'était ça, c'était Al-Nosra de mémoire. C'est ça, Al-Nosra. Et donc, cette organisation de casques blancs, fondée par une barbouze britannique, et qui se retirait avec les combattants d'Al-Nosra d'une ville que les djihadistes avaient perdue, et donc sans s'occuper plus du tout des éventuels blessés, personnes en détresse, c'était une organisation qui, pour n'importe quel journaliste soucieux de faire son travail comme il faut, aurait dû, disons, soulever des questions. Et nous avons essayé de trouver des réponses à ces questions par des faisceaux d'indices assez probants, notamment d'où est-ce qu'ils viennent, à quoi ils servent, et comment on les utilise, comment se fait-il qu'on leur consacre des documentaires, qu'on leur donne des prix de je sais pas quoi, des prix humanitaires. Oui. Et puis qu'en même temps, sauf erreur, certains membres de cette organisation étaient interdits d'accès au territoire américain, par exemple, parce qu'ils avaient des soupçons de terrorisme. Donc, bref, mais tout ça est caricatural. Je veux dire, la compromission de l'Occident avec le djihadisme le plus sanguinaire que révèle cette affaire ne peut valoir à ceux qui en parlent que l'épithète de il faut vraiment nous salir autant qu'on peut. Donc, je crois que les gens ne sont plus dupes de ça, parce que par rapport aux réactions que j'ai pu voir sur ma vidéo précédente sur Caroline Galacteros, ou même sur Olivier Battistini, dont la page a été retoquée, etc., c'est que je pense que les gens maintenant ont un esprit critique plus aiguisé, et au contraire c'est contre-productif, parce que ça donne envie franchement d'aller voir et de s'abonner, quoi, honnêtement, à Antipresse. Mais c'est complètement contre-productif. Mais effectivement... Je me permettrais, de vous rectifier légèrement, parce que c'est contre-productif auprès d'un certain pourcentage de la population. Et je vais vous dire une chose. Moi, je vis en Suisse, hein, vous savez, je suis citoyen suisse. Et en Suisse, nous avons un extraordinaire baromètre de l'opinion publique, qui est le droit de référendum. Les votations, oui. Démocratie directe. Donc, elle est pratiquée, ça ne veut pas dire qu'elle est appliquée, parce que quand le peuple vote des choses qui sont, par exemple, en porte-à-faux avec les législations européennes, le gouvernement suisse n'ose pas appliquer le résultat des votations. Donc, il faut pas croire que c'est une panacée. Mais ce qu'on a pu constater, notamment dans des votes à forte teneur, enfin à forte charge idéologique, comme par exemple le vote sur le maintien ou non des lois d'exception, enfin du régime d'exception sanitaire après la pandémie, des questions, des lois qui ont trait au problème de genre, par exemple, à la définition de la famille, du mariage, etc., eh bien, on peut constater que chez les Suisses, il y a pratiquement toujours une répartition 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers seraient des gens qui, en voyant ma page Wikipédia, diraient « Ah bah dis donc, il faut que j'aille voir ce type, c'est intéressant ». Et 2 tiers vont dire « Attention, c'est un dangereux individu ». Donc, et sur ce sujet, sur le sujet de ma personne, mais qui n'est là que comme symptôme, comme ce sujet, comme pour d'autres, grosso modo, dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, nous avons une répartition de 2 tiers de NPC, si vous voulez, et 1 tiers de personnages vivants. De personnages joueurs, voilà. Voilà, de personnages joueurs. C'est quelque chose qu'il faut tout simplement prendre en compte. Moi, je suis né dans un pays, et j'y retournais très souvent, je suis né dans un pays communiste, enfin socialiste, la Yougoslavie. On savait, la différence entre la Yougoslavie et les autres pays socialistes, c'est qu'on pouvait aller et venir, on pouvait sortir et retourner. Mais on savait, lorsque j'étais jeune,
et que je ne partageais pas du tout les axiomes idéologiques de ce pays. Mais je savais que lorsque j'y rentrais, il y avait une certaine manière de parler aux gens, ou bien on pouvait parler librement, mais pas avec n'importe qui. Et ici, en France, en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, c'est la même règle. Tout à fait. Bien sûr. Vous On pouvez parle parler, de l'URSS de plus en plus, hein, c'est vrai vous qu'on pouvez s'en parler rend de compte. n'importe quoi, mais pas avec n'importe Bien qui. sûr. Et si vous parlez avec n'importe qui, vous ne pouvez pas parler de n'importe quoi. Mm. Donc, c'est tout simplement, vous devez adopter la discipline que nous a léguée d'ailleurs l'excellent Édouard Limonov avec son essai qu'il a publié aux Belles Lettres dans les années 90, Le Grand Hospice Occidental. Vous devez toujours avoir à l'esprit que à 2/3, dans une probabilité de 60% ou 70%, la personne que vous avez en face, que vous n'avez jamais vue, enfin, que vous rencontrez dans un train ou dans une soirée en ville, il y a 2 chances sur 3 qu'il faille lui parler comme un patient. Donc, voilà. Et d'ailleurs, un patient, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est en tout cas pas lié par exemple, à la capacité intellectuelle ou à la formation. D'ailleurs, plus ils sont instruits, plus ils sont c'est même l'inverse, presque. Donc, voilà, c'est une des raisons. Ça a des conséquences sociologiques, ça a des conséquences sur vos fréquentations. Moi, mes fréquentations culturelles chez moi, dans ma bibliothèque, c'est de la philosophie, c'est de la littérature, c'est de la poésie. Mais mes fréquentations en ville, ce sont des charpentiers, ce sont les paysans du coin, ce sont des gens comme ça, parce qu'avec eux, je peux parler de n'importe quoi comme je veux. Oui. Mais avec des universitaires, je ne peux pas. C'est bien pour ça que je fais toujours la différence, Benoît, on en a souvent parlé, entre les intellectuels Oui. et les lettrés. Bien sûr. Le mot intellectuel est un mot de gauche, Bien sûr. qui signifie, au fond, un mépris profond de celui qui est manuel. Ah oui. Or, on parlait tout à l'heure du peuple souverain, le peuple des Athéniens, et Socrate ne détestait pas les artisans, ni Platon d'ailleurs, parce que l'artisan construit un objet parce qu'il en a l'idée. Les choses n'existent que parce que j'en ai l'idée. Et l'univers donc des lettrés n'a rien à voir avec l'univers des intellectuels. Tout à l'heure, on plaisantait à table devant un saucisson et un fromage odorant. On se moquait des prétentieux auteurs d'un roman nouveau et d'un cinéma nouveau, où finalement tout le monde s'ennuie. Parce que le problème de la mise en scène, de la représentation de la réalité devient quelque chose de profondément ennuyeux, parce que prétentieux et coupé du réel. C'est pour ça que Platon, Thucydide, Maigret sont au cœur de la postmodernité, de la modernité, ou plutôt de l'extrême contemporain. Et je préfère ce peuple-là dont parlait Slobodan Despot au gros animal, aux démagogues, qui, aujourd'hui, ont fait en sorte, comme dans un livre de science-fiction qui ne me fait plus rêver, ce n'est plus du Bradbury, ce n'est plus du Asimov, ce n'est plus du Van Vogt, c'est tout simplement de la triste réalité. Les ombres sont devenues le réel, les opinions et les interprétations modifient le réel, la perversion de la cité a commencé parce qu'il y a eu la fraude des mots. Et le gros animal, à qui on a dit ce qu'il faut penser, l'immigration est une chance, à qui on a dit qu'il fallait s'inventer un ennemi, l'Europe c'est la paix, quelque part vers l'Est, n'est-ce pas? Vous voyez de quel ennemi je veux parler, oui, certes. Alors que le véritable ennemi est peut-être dans nos murs depuis longtemps, et que le cheval de Troie est à méditer. Ça nous offre peut-être une belle conclusion. C'est vrai, en tout cas, la vidéo que j'ai faite à Caroline Galacteros, je lui ai envoyé sur X, ex-Twitter, et elle m'a répondu. Et sa réponse a un petit peu buzzé, elle a été retweetée, vraiment j'étais extrêmement étonné.
parce qu'il en a profité pour régler ses comptes avec Wikipédia. Et c'était pas piqué des verres. Je vous ai envoyé le texte, hein, Olivier, je sais pas si vous l'avez lu. Faut que j'aille Je voir vous ça. montrerai à Slobodan parce que sa réponse est vraiment cinglante, extrêmement bien ciselée. Et j'étais extrêmement flatté que ça vienne à l'issue d'une vidéo que j'ai faite comme ça, un petit peu à la volée. Mais elle a dit de toute façon, bon, il fallait témoigner de l'indifférence, un peu comme Slobodan le pensait, quoi. Faut pas leur donner trop de crédit. Et bon, voilà. Mais en tout cas, j'étais extrêmement flatté que je sois relayé par Caroline Galacteros. Enfin, ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Et il y a là un principe, à mon avis, d'art martial. Il ne faut pas nourrir l'adversaire de notre propre énergie, bien entendu. Donc, il vous attaque, vous faites le gros dos, vous ignorez ça. Si vous y réagissez, si vous entrez en polémique, ça va leur donner de la surface. Il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est pas la peine. Bien sûr. Bon. Je suis encore très, très honoré, très touché, très flatté. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et puis, on se tient au courant pour le cercle. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, Olivier. Oui. Merci beaucoup, Slobodan. À Bonne bientôt, continuation et Benoît. bonne conférence demain. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci mille Au fois. revoir.